je vais quand même faire un petit hommage à Daniel Roche, puisqu'il a préfacé mon livre La main du maître, que vous avez tous lu d'ailleurs. Et puis, pour mon prochain livre qui paraît au mois d'octobre, il a relu le texte, il m'a fait 21 pages de remarques. Et voilà. Et donc il m'a dit je ne peux pas écrire la préface. Voilà, donc il n'y aura pas de préface pour ce deuxième livre. La deuxième chose, c'est que je lance une souscription pour la remise en état et l'entretien de la tombe d'Étienne Bedan à Dax. De toute façon, on va vous donner les papiers. Je sais que vous avez tous de l'argent. Donc n'hésitez pas, voilà. Et quand elle sera remise en état, à l'automne, on essaiera d'organiser une journée, peut-être pas aussi brillante que celle d'aujourd'hui, mais on essaiera de faire quelque chose pour Étienne Bedan. Alors ma communication, c'est le bouchérisme et la mise en œuvre de l'évolution permanente. Alors vous connaissez tous le livre de Trotsky. Alors le titre, c'est la révolution permanente, donc c'est un clin d'œil à ce révolutionnaire, mais moi j'ai pensé que évolution permanente, c'était suffisant pour Baucher. Il en a fini, quoi. Oui. Alors maintenant, on entre dans les choses sérieuses. Je vais vous citer ce que dit Lott du général Lott pour introduire notre sujet. Lorsque l'on compare ses travaux à tout ce qui a été écrit avant lui, on est saisi d'admiration pour cet esprit si fécond, pour ce profond penseur, pour ce travailleur infatigable qui, jusqu'au dernier terme de sa longue carrière, travaillait toujours et innovait encore. Et le général souligne deux facettes de cet écuyer. Personne, au même degré que Baucher, n'a eu le don de transmettre son savoir, et au milieu de tant de qualités de premier ordre dont il était doué, la plus éminente peut-être était celle de professeur. Donc voici posés les termes de l'enquête que je vous propose. Est-il raisonnable de penser que ces recherches aient continué après lui et qu'il ait eu des continuateurs? Nous tenterons de répondre à cette question en examinant quelles sont les novations de Baucher, quels liens ont-elles avec son professorat et quelle dynamique pédagogique a-t-il réussi à provoquer. C'est clair? Voilà, donc je vous mets le tableau synoptique des écuyers. Alors il y en a certains qui aimeraient bien mettre leur nez dedans, donc je vous signale qu'on le trouve maintenant à la Bibliothèque mondiale du cheval. Voilà, donc, et il est actif. Donc vous allez cliquer dessus et vous avez plein de choses qui vont apparaître pour chaque écuyer. Donc quand on regarde ce tableau, on voit que Baucher a une très grosse étoile, évidemment, et qu'il a énormément d'élèves. Donc j'ai compté à peu près ceux qui étaient dessus, parce que ce sont les plus connus. Il y en a 33, et puis j'ai compté le nombre d'œuvres publiées, on est à peu près à 38 œuvres majeures. Donc ça donne l'impact de son professorat. Alors, quelle était la pratique de François Baucher dans les années 1833-1849? Il invente un nouvel équilibre, l'équilibre horizontal, et il veut rendre le cheval mobile en tous sens dans ses mouvements visuels. Il invente un rassemblé différent. Alors ça, c'est très étrange, parce qu'on nous parle de l'isard sur le pic. On peut passer là. Voilà le dessin de l'isard sur le pic. Et en fait, quand on voit que le cheval est en mouvement, il sort de cet équilibre soumis du devant et du derrière. Et quand on voit le partisan, on voit bien que le cheval, effectivement, a son corps qui est horizontal et qu'il n'est plus soumis du devant ni du derrière. Alors, donc en plus de cette rassemblée, ça pose des questions, parce que dans le dictionnaire, il donne une définition du rassemblé. Et je vais vous la lire parce qu'elle provoque pas mal de réflexions. Quand le cheval est léger à la main, il est suffisamment assis. Il ne faut pas lui en demander davantage. Et le talent de l'écuyer consiste à conserver dans ses aides assez d'accord pour le maintenir ainsi, sans le comprimer au détriment de son organisme. Voilà.
Donc c'est une définition par rapport aux sensations que lui donne le cheval. Alors, dans le ramener aussi, son ramener, il le fait en commençant par l'affaissement de l'encolure qui précède la... Et dans l'autre sens, le guillet. Voilà, là, voilà. Sur votre droite, c'est le cheval dans l'affaissement d'encolure. La flexion de mâchoire, donc on en a entendu parler tout à l'heure. La flexion de mâchoire, il utilise la flexion de mâchoire pour avoir le cheval décontracté dans la limite de l'encolure, et puis ça se propage à l'ensemble du cheval. Il oppose résistance à résistance au lieu d'éluder comme dans l'équitation ancienne. Il utilise la flexion latérale. Et là, cette flexion latérale, elle pose des problèmes. Le général nous dit qu'il éprouvait des difficultés, qu'il y avait un manque de soutien et d'élasticité, que les jarrets s'engageaient plus tôt qu'ils ne poussaient, et que la franchise d'impulsion était difficile à obtenir. Donc, ça supposait un emploi des éperons sévère et renouvelé, beaucoup d'effets d'ensemble d'une grande fréquence, et donc un développement du travail à la cravache. Alors, ça, pour vous, vous retrouvez tout ça dans les mémoires du général Lotte. Et enfin, le cheval était enserré dans l'embrassement des ailes. Par contre, c'est vrai que le but qui s'est fixé ne varia jamais. C'était la possession complète des forces du cheval, de façon que le cavalier pût en disposer à son gré et jouer en quelque sorte avec elle. Alors là, on peut se poser une question. Peut-on vraiment posséder complètement les forces du cheval quand soi-même on ne se possède pas? Bon, voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Maintenant, je passe. Ouais, c'est ça. Et puis alors, et aussi sa recherche, c'était sur la pureté du mouvement, qui repose sur la mise en jeu par le cavalier et l'emploi que fait le cheval, des seules forces utiles au mouvement. Là aussi, on peut se poser quelques questions. Comment peut-on discerner qu'il n'utilise que les seules forces utiles au mouvement? Bon, bah, très bien, voilà. Vous méditerez ce soir. Ensuite, alors, Baucher dit, en équitation, j'ai tout essayé. Alors là, ça aussi, ça nous pose des questions, parce qu'on a l'impression que c'est une déclaration assez prétentieuse. Et en fait, on peut l'interpréter en disant, j'ai tout essayé dans mon domaine de perception. Et donc, ça laisse des champs ouverts aux autres qui auront d'autres perceptions et qui vont explorer d'autres champs. Donc, il dit, en fait, j'ai tout essayé, donc faites autre chose. Alors, maintenant, on va passer à la deuxième manière, parce qu'on vient de voir la première manière. Elle est ébauchée dans la 12e édition, en 1864, se précise dans la 13e, en 1867. Et elle est exposée avec tout le développement qu'elle avait atteint en 1870 pour toutes les branches de l'équitation dans les derniers enseignements de Baucher, publiés par le général Favreau de Cabrec en 1891. Alors, que se passe-t-il dans cette nouvelle manière? Le rassemblé défectueux de la première manière, qui permettait de mobiliser le cheval avec une grande facilité, mais qui le tenait enfermé dans un placé trop bas et le mettait sous lui, non seulement devant, mais aussi du derrière, est abandonné. Donc voilà. Et là, je cite René Baccarat qui dit qu'en fait, l'équilibre de la deuxième manière rappelle celui des maîtres de Versailles. Alors, dans les dernières années, Baucher continua, à partir de 1870, il continua d'enseigner des cours collectifs à quelques groupes d'officiers et des leçons particulières à quelques élèves de choix les mieux doués et qu'il initiait seul aux difficultés de la haute école. Alors, donc maintenant, nous allons voir quels sont les nouveaux principes élaborés pour Baucher. Alors, la première chose, c'est l'élévation de l'encolure qui prépare le ramené, qui est la conséquence de la souplesse de l'encolure. Le nez du cheval n'est plus attiré vers le poitrail. Et ce ramené, normalement, doit se produire de lui-même. Le principe main sans jambe et jambe sans main, ça, c'est la main seule qui a la charge de rétablir la légèreté,
demi-arrêt et vibration, sans prendre sur le mouvement. Les jambes ont celle d'entretenir l'impulsion. L'emploi exclusif des effets latéraux, la décomposition de la force et du mouvement, et il réserve l'effet d'ensemble qui était un moyen normal dans la première manière, simplement quand le cheval a des défenses morales. Voilà. Et en plus, cet effet d'ensemble doit toujours être suivi d'un départ franc sur l'éperon. L'éperon devant toujours donner le mouvement en avant. Ce n'est pas lui qui bloque sur place le cheval. Question, d'où provient la fécondité de Baucher? Alors on peut la rattacher à deux causes. La première provient de l'absence de toute idée acquise. Alors je le cite, envisageant le mode d'instruction en usage sous un jour particulier, il le jugeait contraire au développement des personnalités et attribuait l'essor qu'avait pris son génie créateur à l'absence de toute idée acquise. Et donc, et la deuxième cause, c'est que son enseignement est orienté vers le développement des personnalités, ce qui est vraiment un point très important. Ce n'est pas seulement une transmission de techniques, et en plus il a créé un enseignement à double détente, c'est-à-dire c'est un enseignement qu'il dispense mais qui en retour l'enrichit. Alors là je vais vous citer le général de Carpentry. L'expérimentation qu'il faisait de ces découvertes était conduite avec la méthode la plus précise et leur application poussée jusqu'à ses dernières limites avec une rigueur inflexible. Ça, on voit bien que c'est un militaire. Inflexible. Il en a rejeté un grand nombre après les avoir adoptés quelque temps. Souvent, la cause de ces abandons résidait dans la difficulté persistante éprouvée par ses élèves au cours de l'application du procédé nouveau. Mais toujours et par-dessus tout, c'est le souci du mieux, la poursuite indéfinie de la perfection qui les a déterminés, comme il en est pour tous les grands artistes. Donc on voit que Baucher partage son savoir qui n'est pas fixé de toute éternité. Baucher a passé sa vie à n'être plus Baucher. Alors on se dit, mais dans les 11 premières éditions, on ne trouve pas de trace de cette effervescence. Parce qu'en fait, ces éditions sont la reproduction à peu près intégrale du texte de 1842. Les clauses de son contrat avec ses éditeurs vinrent à expiration en 1863. Alors, en parcourant les œuvres de ses élèves, on y trouve dans l'ordre chronologique les modifications apportées par le maître dans son enseignement oral. Alors on pense à Dodel, Gerhardt et Wachter. Et alors là, maintenant, c'est vrai qu'il y a une profusion d'élèves qui ont écrit, mais il faut vraiment préférer Baucher, corrigé par Baucher. Alors, ainsi, l'évolution... Oui, alors là, je vais vous parler des élèves qui participent aux essais de Baucher, en fait. Ainsi, l'évolution progressive de Baucher est-elle due en partie à son souci de rendre l'application de la méthode plus facile aux cavaliers d'aptitude modeste, mais aussi à l'impossibilité où fut Baucher, après son accident, d'employer ses aides avec la même puissance. Bon, tout ça, ce sont des suppositions. Alors, les interactions avec ses élèves vont prendre une nouvelle tournure à partir du moment où il fait la connaissance du général Lott, qui, à cette époque-là, a 24 ans. Dépassant le stade des essais des dernières découvertes, Lott entre dans son amitié. Et ça, c'est un point extrêmement important dans la transmission, c'est entrer dans l'amitié des maîtres. Et c'est d'ailleurs une recommandation qu'on trouve déjà chez Fiaschi en 1756. Donc Lott entre dans son amitié, participe à la rédaction de la 10e édition et devient acteur de la nouvelle manière qui l'aurait même inspiré. Alors qu'avant Baucher cherchait devant ses élèves, désormais il cherche en dialogue avec son élève. Chacun à son tour est enseignant et enseigné. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur la question, vous n'hésitez pas, vous achetez là derrière mon livre La main du maître, où je développe cette partie. Et alors Baucher a dit à Lott, serions-nous deux têtes sous le même bonnet? Donc ça
Ça dit bien quelle intimité de pensée il y avait entre eux. La deuxième chose, c'est qu'en plus de ces interactions, Lot, sur les conseils de Baucher, accumule les prises de notes quotidiennes, en particulier dans leurs entretiens d'octobre à décembre 1949. Et ensuite, il s'établit une correspondance entre eux de 1853 à 1870. Donc tous ces éléments-là font qu'entre Baucher et Lot, il y a une véritable effervescence et des échanges incroyables. Alors moi, avec mon poisson René Baccarat, j'ai un peu vécu ça, donc je vous renvoie à mon livre. Voilà. Alors, en mars 1860, Baucher révèle son tempérament à Lot. Vos chevaux ne sont qu'une copie des miens. Ça commence mal, hein. Mais quelle grande et belle copie. Et même, vous faites plus et mieux que moi, parce que moi, je cherche toujours. À peine un nouveau moyen est-il trouvé qu'un autre le succède. Je n'achève rien. Ça, c'est une phrase incroyable. Je n'achève rien. Et alors, moi, ça me fait penser à Léonard de Vinci, vous voyez. Léonard de Vinci, qui finalement ne faisait que des esquisses, il commençait une œuvre, elle s'est passée. Je pense à la bataille d'Anghiari, par exemple. Le marine qui me regarde. Voilà. Donc, on a des grands artistes qui n'ont jamais achevé d'œuvre. Baucher, il n'a jamais rien achevé. Donc, c'est vraiment intéressant de voir qu'il ne fixe pas il se fixe pas à un moment donné dans ses recherches. Alors, mais vous qui voulez bien avoir quelque confiance en moi, vous pratiquez avec tous les moyens que je vous indique. Vous seul montez mes chevaux, etc. Alors maintenant, c'est une phrase du général Lot que je vais vous lire. Les derniers moyens que m'a transmis Baucher, demander la mobilité de la mâchoire en plaçant le nez plus haut que les oreilles, puis laisser peu à peu baisser la tête en conservant toujours cette mobilité qui doit subsister dans toutes les positions que la tête peut affecter. À cette époque, la verticalité n'était donc plus une condition du ramené, la mobilité seule de la mâchoire le constituait, peu importe la position de la tête. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça nous ouvre sur les développements de Bedan dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Alors, il y a une brouille entre eux, entre 1860 et une réconciliation en 1867. Donc, ça, j'insiste pas là-dessus, mais simplement, c'est un moment où leur relation et s'arrêtent. Alors, à la suite de cette brouille, apparaissent de nouveaux élèves, dont 5 prirent une certaine part dans l'élaboration des parties nouvelles de l'édition de 1864, la 12e. Alors, il y a M. Michel d'Estienne, Favreau de Kerbrec, vous voyez là à cheval au bois, et donc des notes de Favreau, Saint-Traine et d'Estienne y sont reproduites. Chacun remit un mémoire sur l'application qu'il en faisait sous les yeux du maître. Chaque auteur rend compte à sa manière d'un même enseignement du principe main sans jambe et jambe sans main. Alors moi ça, je trouve ça très intéressant, parce que ça veut dire que chaque élève interprète en fait l'enseignement reçu, le transcrit d'une façon différente. Là on voit 3 textes différents qui n'ont rien à voir entre eux. Et c'est donc l'ouverture de Baucher qui lance l'idée, la voit évoluer et la récupère en fait. Voilà, donc c'est à mon avis un bel exemple d'ouverture et d'acceptation de la diversité des points de vue. Alors on en arrive au général Favreau de Kerbrec, que vous voyez là au bois. Donc c'est lui, on l'a vu, c'est lui qui transcrit les derniers enseignements de Baucher. Alors on peut évoquer les circonstances de l'écriture de ce livre. Ceux qui ont acheté le livre sur Badrine, il y a le compte-rendu que Bedan fait de cet épisode. Il y avait un cheval dans le régiment qui s'appelait Conspirateur et donc le lieutenant sous les ordres duquel était Bedan avait... J'ai déjà fini, non? Non, mais... Ah bah non,
Alors j'ai plus que 10 pages. Rapide. Bon, je vais être rapide. Donc c'était au 23e dragon. Le cheval se renverse 8 fois sur Bedan. Donc le colonel, le Favreau, dit bon, mais ça suffit maintenant, je vais dresser le cheval. Et il va dresser le cheval devant tous les officiers. Donc il va faire un cours d'officiers. Et donc le lieutenant de Bedan prend des notes. Et Favreau, des années après, demande le cahier de notes. Et à partir de ce cahier de notes, il va écrire. Donc c'est un livre qui décrit tous les procédés pour dresser le cheval le plus rétif possible. Et là, on voit que, comme Bedan était dans ce régiment, c'est là qu'il découvre la deuxième manière de boucher. Alors, ce qu'on peut trouver de nouveau dans ce livre, c'est à la fin, Favreau énonce un emploi des aides spécifiques. Il dit tel mouvement, vous allez le demander que par la main seule, puis ensuite vous allez le répéter en demandant que par les jambes seules. Donc ça, et ça c'est ça. Après, il faut chacun de se dépatouiller avec son cheval, ses jambes et ses mains. C'est une façon de dire il faut trouver quoi. Je vous donne une piste, mais maintenant vous cherchez. Alors on va parler d'Étienne Bedan. J'ai quelques pensées inédites de lui. Et puis là, ne vous inquiétez pas, on va aller en bientôt à la fin. Ah oui, alors il dit qu'il suffit de répéter le préparé. C'est une des phases de la progression du dressage que décrit Favreau. Et qu'ensuite, une fois que le cheval est léger, il va répondre à n'importe quelle aide et exécuter tous les mouvements. Et donc, il en arrive à dire que les assouplissements sont inutiles. Et que le ramener n'est pas indispensable à l'équilibre. Voilà, donc ça, si vous achetez Valerine d'occasion à 150 €, vous pourrez voir, j'ai détaillé ça. Après, on arrive alors à la période de la dernière guerre et à Baccarat. Baccarat était aux Philippines, il a été donc incorporé au Vietnam. Et là, il retrouve un de ses camarades qui est colonel Boué, qui lui parle de Bedan. Et à partir de là, Baccarat va entrer en relation avec Bedan. Et là, le colonel Boué, avec quelques officiers, le général Gassia, le Chevalier, vont essayer de retrouver la technique de Bedan, mais ils sont obligés de la reconstruire. Donc ils font des tas d'essais de l'élévation, comment demander l'élévation, et s'il faut tenir, pas tenir, etc. Donc il y a des échanges de courriers entre eux, où chacun exprime son désaccord vis-à-vis de l'autre, évidemment. Ça c'est excellent. Voilà, donc cette transmission de la deuxième manière, elle se fait de façon indirecte et par la recherche. Voilà, alors maintenant je vais arriver à moi-même, si vous me permettez. J'ai essayé de mettre au point une technique qui repose sur un principe qui apporte un nouvel ancrage à ceux du boucherisme. Ce principe est enrichi par celui de l'aïkido et consiste à suivre, accompagner et amplifier les mouvements naturels et nécessaires de la locomotion du cheval, en particulier ceux de la duque, dont le rôle est de diriger toute la machine animale. Alors ce principe se conjugue avec, d'autre part, l'éducation du cheval au mouvement passif et induit. Bon, je ne vous décris pas ça, j'ai écrit un livre là-dessus qui sort au mois d'octobre. Donc, pas de souci, vous aurez tous les détails. Alors, ces mouvements passifs et induits sont des mouvements imprimés à l'une ou plusieurs parties du corps du cheval sans susciter de mouvements réflexes en sens inverse. Et ensuite aussi, j'ai abandonné cette histoire de mobilité de la mâchoire et je préserve mes chevaux de cette agitation en essayant de ne pas agir et de ne pas provoquer cette mobilité de la mâchoire. Voilà. Bon alors voilà, donc en conclusion, le cheval n'étant pas inhibé dans ses comportements et ses mouvements, s'apaise
et dans un relâchement musculaire sans tension, livre ses forces. Une nouvelle forme de relation s'approfondit entre les deux individus dans la douceur et le respect. Alors je vais conclure. Maintenant que j'ai vendu ma sauce. On peut dire que Baucher, il part du réel. Il a élaboré à partir du réel une pratique et toute une littérature. À notre tour, partons du réel pour prolonger cette littérature. Renouvelons notre perception du réel pour la prolonger. Le réel du cheval, le réel du cavalier et le réel de ce couple, tel qu'il se présente dans l'instant, un instant marqué par une maturité du temps, un temps qui porte chaque jour un fruit différent, un temps en mutation. Ben voilà. Je vous remercie beaucoup. Ah oui, alors là, vous voyez que la nuque du cheval a un effet extraordinaire sur la façon de se diriger. Là, si vous regardez la tête, paf, et là, le postérieur gauche s'engage sous la masse, et voilà.